un truc qui fait. لا on en rigole parce que المتنبي يقول وشر البلية ما يضحك. صح. وشر البلية ما يضحك. Mais c'est pas possible. Est-ce que la France est synonyme de terre, de la démocratie, des libertés? Il faut peut-être. Est-ce que... Mais pourquoi? Mais franchement... J'ai une explication. Ah. J'ai une explication. Donne-moi cette explication. J'ai une explication. Pour ce qui est de Bembella particulier. Ah non, d'une manière générale, et peut-être de Bembella aussi. D'accord. De Bembella aussi. Je pense que probablement, d'abord la France a une histoire, j'allais dire, profonde avec les 3 pays du Maghreb, à travers le système colonial où elle est restée. Et donc la France, aujourd'hui encore, d'un point de vue démagogique, le discours chauvin nationaliste algérien présente la France comme une entité globale, sans variante, sans variété, sans divergence, comme si tous les Français ne constituaient qu'un seul et même... C'est-à-dire que la France n'est pas seulement une France avec un F majuscule. Il y a des France. Bien sûr, bien sûr. Comme il y a des Algéries. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il y a ce qui est la particularité de la France, probablement plus que les autres pays, même s'ils ont fini par lui ressembler à partir des années 60, et la contagion de mai 68 a joué beaucoup, c'est que la France a une vie politique agitée, complexe, riche, et les gens se battent pour s'exprimer. Et donc il y a une diversité d'opinions. Et il y a, c'est le principe même de la société démocratique européenne, occidentale, c'est l'alternance au pouvoir. Donc il y a des forces politiques. Alors, pour peu qu'il y ait un gouvernement à un moment où se libère un leader, il peut effectivement bénéficier d'une attention, si ce n'est du gouvernement représentant une tendance politique, c'est de l'opposition. Ah. Ce n'est pas le droit d'asile institutionnel géré par l'organe onusien des droits des réfugiés. Non. Ce sont des considérations politiques et parfois politiciennes internes à la société. Par exemple, on le sait, tu m'as posé le problème sur Bembella. Bembella avait beaucoup d'amis français. Robert Merle, qui était son chef de cabinet. Oui. Son chef de cabinet dans les indépendantes. 13. Des conseillers. Des conseillers, des amis. Dans la mouvance trotskiste, il avait beaucoup de gens qui avaient travaillé très près de lui. On en avait parlé, les trotskistes qui étaient venus enterrer l'expérience de l'autogestion. Parce qu'ils avaient une conception un peu bolchevique, j'avais dit. Ils étaient plus bolcheviques que Staline. Oui. Ça me fera plaisir. Mais aussi... Termine face aux internautes, moi je t'allume. Termine, je t'allume la lumière. Termine. Donc il a aussi un certain nombre d'avocats. Il avait des avocats français qui l'ont défendu du temps où il était l'hôte obligé de la France quand il était prisonnier, mais après il y a eu, je crois, des mouvements de droits de l'homme, de droits de l'homme qui ont toujours réclamé le livre blanc sur Bembella et la libération de Bembella. Et par rapport à l'Algérie, pourquoi il y a ça? Parce que, comme nous ne sommes ni italiophones, ni lusophones, ni ibérophones, ni anglophones, la propagande et l'information de l'Europe massive qui nous arrive, elle nous arrive... Passe par Paris. Passe par Paris, elle nous arrive en langue française. D'une certaine manière, et la France connaissait très bien l'Algérie et envoyait beaucoup de reporters, beaucoup de journalistes, qui fait que Paris est la plaque tournante des informations les plus fiables sur le Maghreb et sur l'Algérie en particulier. D'accord, mais si tu permets, bien sûr, comment tu expliques ce paradoxe? Et tu vas me dire,
si tu es d'accord ou pas. Comment tu expliques le paradoxe suivant? Au moment où des Algériens, et je parle des années 80, enfin des Algériens depuis les années 70 jusqu'aux années 80, mais particulièrement la période Chadli, parce que nous sommes maintenant aux années 80, etc. etc. Comment tu expliques qu'au moment où des Algériens s'opposaient au régime d'Alger depuis Paris, Alger finançait clandestinement et indirectement beaucoup de campagnes électorales et beaucoup d'élections de présidents et de premiers et de parlementaires français. Parce que c'est un dossier également à ouvrir. L'argent du contribuable algérien, l'argent du pétrole algérien a financé des campagnes électorales françaises. C'est juste. Et c'est pourquoi, très souvent, d'ailleurs, il y a un consensus là-dessus, le consensus du silence, parce qu'effectivement, c'est une forme d'ingérence. C'est une forme d'ingérence dans la vie d'un pays. On ne peut pas imaginer, je ne sais pas si ça s'est fait, mais on ne peut pas imaginer Paris soutenant un candidat algérien en sous-main avec de l'argent et soutenant un parti politique algérien. D'opposition. D'opposition. Voilà. Je ne sais pas, ça peut se faire, hein. Il est possible que ça soit fait. Mais l'inverse, par contre, on en parle. On en parle, ça ne fait même pas une tempête dans un bénitier. C'est comme si c'est quelque chose de tout à fait admis. Tout le monde sait qu'il y a eu des balais diplomatiques, j'allais dire, de personnalités qui se déplaçaient, et l'intensité des balais... Particulièrement de la gauche française. De la gauche française et à la veille des élections. Parce que, à mon avis, et dans la gauche française, là aussi, il n'y a pas un bloc de gauche. Il y avait des sensibilités différentes. Chevènement est beaucoup plus proche de l'Algérie que Mitterrand. Rocard était très engagé vis-à-vis de l'Algérie, plus que Mitterrand. Puisque dans le clan même de Mitterrand, il y avait des personnalités qui étaient beaucoup plus solidaires de l'Algérie, beaucoup plus engagées vis-à-vis de l'Algérie que d'autres. Par exemple, j'ai donné le cas du père et des frères Jox. Donc il y a ça aussi qui a joué dans le fait aussi que ça s'est matérialisé au lendemain de l'indépendance par une arrivée massive de gens coopérants, volontaires, qui sont venus aider la jeune République à faire démarrer ses institutions et à gérer ses institutions. Il y avait des juges dans la justice algérienne jusqu'à 67-68 qui jugeaient en langue française. Donc il y avait ce phénomène-là. Et c'est ce qui fait que nos rapports avec la France sont des rapports très complexes, très imbriqués, très tendus et en même temps en interpénétration très forte, très très forte. Et c'est ce qui fait peut-être qu'il y a des sortes de comme dit mon ami, il s'appelle le directeur du journal Le Matin, Mohamed Benchikoun, il dit qu'il y a du cabotinage conjugal entre les deux. Chacun cherche des noises à propos de tout et de rien. Et ce qui fait qu'effectivement, parce qu'il y a une vie politique intense, parce qu'il y a la possibilité d'interpellation de la classe politique, qu'elle soit en gouvernance ou qu'elle soit en opposition, les opposants, y compris africains aussi, quand ils veulent se réfugier dans un pays, ils vont en France. Parce qu'ils savent... Mais il y a un phénomène également qui, en termes de sociologie politique. Oui. Et là, il y a une sorte de, j'allais dire, de dichotomie dans la notion même d'opposition en Algérie face à la métropole. C'est-à-dire, j'utilise la métropole par rapport à Paris dans le sens pas colonial. Voilà. Face à Paris, parce que dans la tête de ces gens-là, Paris est resté la métropole. Oui, bien sûr. L'Hexagone. Oui. L'opposition démocratique, laïque, dite républicaine, nationalo-libérale, a toujours eu un pied à l'intérieur de Paris. Oui. S'opposer au régime contre le régime d'Alger depuis Paris.
Mais par contre, le mouvement islamiste, il n'a jamais fait le choix de Paris. Il n'a jamais été en France. Parce que les islamistes considèrent que le choix de Paris, c'est parce que, justement, c'est une recolonisation et une forme d'ingérence dans les affaires de l'Algérie que d'aller faire de l'opposition depuis Paris, sachant que la France a continué à avoir directement et indirectement ses intérêts à protéger, ses intérêts en Algérie à travers ce qu'ils disent eux, ses enfants en Algérie. C'est une lecture. C'est une lecture. C'est une lecture. C'est une lecture. Je pense que... Parce que c'est avec le mouvement islamiste qu'on a connu un contact avec d'autres pays en matière politique et en matière médiatique, culturelle, etc. Oui. C'est avec le mouvement islamiste que les Algériens commencent à connaître, en termes d'opposition, commencent à connaître la Grande-Bretagne, commencent à connaître les États-Unis, commencent à connaître l'Allemagne. C'est-à-dire cette école anglo-saxonne. Oui. C'est avec le mouvement islamiste que les Algériens commençaient à connaître politiquement ces pays-là, anglo-saxons particulièrement. Le gros problème que ça a posé, c'est tout à fait judicieux de l'avoir souligné et de l'avoir rappelé, c'est que, je vais dire une chose, peut-être qui va choquer les gens, mais je pense que c'est la règle du débat. Il y a comme une sorte de consensualité entre le pouvoir algérien et son opposition, j'allais dire, francophone. Francophone. D'accord. Dans laquelle il y a le mouvement du printemps berbère, il y a les libéraux, parce que ce sont des francophones d'une manière générale. Il y a comme une sorte de consensus. Pourquoi? Parce qu'ils savent, d'après l'histoire de notre pays, les relations que nous avons avec la France. La France ne peut pas se permettre, eu égard à toute la propagande qui s'est développée pendant la guerre d'Algérie et la résistance à la guerre d'Algérie en France. Elle ne peut pas se permettre une opération militaire. Elle ne peut pas se permettre de soutenir et d'encourager une sédition d'une nature militaire. Contre Alger. Contre Alger. Ce qui n'est pas le cas de la Grande-Bretagne. Ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne. Ce qui n'est pas le cas de l'Italie, ce qui n'est pas le cas. C'est pour ça que la vision des islamistes, et en cela elle était pertinente, elle a été, je pense, pensée, que évidemment il est très possible qu'ils ne pouvaient pas avoir un avenir sur la terre française. Sur la terre française, dans la mesure où ils avaient, je dis bien, la perspective, où ils caressaient la perspective d'une intervention armée contre le régime algérien. Ça, c'était exclu. À partir de la France, c'était exclu. Mais l'autre thèse... Même si, probablement, le mouvement islamiste tardif des années 90 a dû bénéficier de marchands de canons et de marchands d'armes français. Ça, ce n'est pas exclu. Oui, bien sûr. Pas exclu. Les mercenaires... Mais ça doit traverser, ça doit passer par d'autres circuits, etc. Par contre, il y a une chose à laquelle il va falloir faire attention aussi dans l'analyse, c'est que la mouvance islamiste, dans son attitude par rapport à la France, a connu deux étapes. On aura à en discuter. Je vais parler de la première étape. La première étape, c'est celle qui va se développer dans les années 80, à la fin des années 80, et qui va courir sur les années 90. Ou une étape de constitution de groupes armés en France, avec des attentats. On connaît l'histoire de l'attentat. Est-ce que c'est vrai que ce soit des groupes armés islamistes algériens qui les aient commis, ou est-ce que c'est aussi des groupes... Une affaire intra-service. Intra-service, c'est très possible. C'est très possible. Toujours est-il que les islamistes ont eu par rapport à l'État français une attitude d'hostilité violente, conférant à
une intervention de nature militaire et armée. Comme les islamistes ont toujours eu une position assez également violente, entre guillemets, dans le discours particulièrement, Oui, contre la France. Dans le discours, je pense que les Algériens, de manière générale, ont le même type de discours, qu'ils soient francophones, ou arabophones. Quand il s'agit de taper sur la France, je crois que c'est l'unanimité et de même degré de violence. Degré de violence. Peut-être pas les hommes politiques, soyons francs. Des hommes politiques. Je ne parle pas des Algériens. Non. Soyons francs, Martin. Disons, appelons un chat un chat. Oui.